te laisse prendre la parole. Je lance l'enregistrement. Bah, allez, c'est parti. Bon, bah, désolé pour les petits problèmes techniques. C'est un peu notre première fois. On essaye de s'ajuster au mieux et de faire un peu comme on sait faire. On s'améliorera au fur et à mesure. On essaiera d'en faire un peu régulièrement avec des thèmes différents. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nico avec nous, bah, qui est notre responsable partenariat, qui va rapidement évoquer un petit peu notre partie business. On a aussi Pierre qui est là, qui est responsable du développement à la Fédé, et Boris, qui est un joueur chez nous et qui est aussi un joueur professionnel dans la Ligue canadienne de football, qui viendra un peu nous parler de son expérience là-bas. Donc, bah, allez, on va commencer. Moi, je vais attaquer par une petite présentation du club pendant 10-15 minutes. Puis après, on passera la parole à un peu tout le monde afin de pouvoir échanger et parler un peu du foot US. Donc, hop, c'est parti. Donc, bah, ça, c'est un petit résumé des valeurs qui sont propres à la Big Blue Nation. On est une grosse communauté de plus de 400-500 personnes en comptant les licenciés et les bénévoles. C'est vrai qu'on met plein de valeurs en avant, mais ces valeurs-là sont importantes pour nous. On est avant tout une famille. On essaye de garder l'esprit ludique et un côté ouvert à tous, tout public, c'est-à-dire qu'on n'a pas de distinction de genre, on accueille les garçons, les filles, les hommes, les femmes, voilà. C'est ouvert à tous, on est une vraie famille et c'est peut-être l'une des seules endroits où on peut encore trouver ce genre de mixité et de possibilité de se rassembler tous ensemble. Donc voilà, c'est un peu les valeurs qui font partie de la Big Blue Nation. Euh, donc la Big Blue Nation en chiffres, voilà, il y a quelques stats que j'ai pu mettre ici. Donc on représente les trois disciplines de la Fédération française de foot US, donc le foot US, le flag et le cheerleading. C'est 450, entre 400 et 450 licenciés selon les années, dont plus de 300 jeunes de moins de 20 ans et entre, on va dire, 60 et 70 féminines maintenant. Ça a un peu baissé cette année à cause du Covid, mais voilà. On est représenté relativement de manière importante sur les jeunes. On a pas mal de bénévoles qui sont actifs aussi, que ce soit au bureau ou lors de nos événements, de nos matchs, etc. Donc, on a 15 catégories au total qui sont réparties sur les trois disciplines. On a un centre de formation qui est, on va dire, performant, puisqu'on envoie régulièrement des jeunes en équipe de France et en équipe de Ligue PACA ben, pour performer au plus haut niveau. Donc, il y a un employé à temps plein au club et des employés, on va dire, annexes ou des contrats un peu plus raccourcis, donc des emplois civiques, des contrats en alternance. On a une équipe qui évolue en première division, donc on a 12 internationaux qui peuvent représenter l'équipe de France dans 6 nationalités différentes. Et le club existe depuis 25 ans, sachant qu'il a connu un gros boom, on va dire, ces 5-6 dernières années où le club a eu du mal à évoluer jusque-là. Et puis on a connu un gros boom ces 5-6 dernières années. Donc voilà, j'ai fait un rapide résumé de nos trois disciplines pour ceux qui ne sont peut-être pas forcément familiers. Donc il y a le foot US qui est un sport bah, d'opposition et de gain de terrain. Je pense que c'est le sport où la plupart des gens sont relativement familiers, au moins avec la connaissance du Super Bowl. On a aussi le flag football, donc c'est une forme qui est non équipée du football américain. Ce qui est intéressant avec le flag football, c'est que ça nous permet d'accueillir un public qui peut être très jeune, un public qui peut être féminin ou un public tout simplement qui n'a pas envie de faire de contact ou qui a peur du contact ou qui a eu des blessures. Donc ça permet de pratiquer quand même ce sport de manière différente. Et l'avantage aussi du flag football, c'est qu'on peut l'utiliser ben, lors d'activités annexes à notre sport, c'est-à-dire lors de représentations, de journées découvertes, ben, par exemple de moments où on va dans les écoles pour présenter notre sport. Voilà, on utilise le flag football parce que c'est une super alternative et c'est une première base au football américain. Et on a aussi le cheerleading. Donc, le cheerleading, c'est un sport qui mélange plusieurs sports à la fois, qui mélange des acrobaties, de la gymnastique, du chant. C'est un sport d'équipe, de rythme. C'est un sport qui est super complet, qui bénéficie un peu de la mauvaise image, on va dire, bah, de par les films américains où on a l'impression que c'est un peu les potiches qui restent au bord du terrain. Pas du tout. C'est un vrai sport à part entière. Nos cheerleaders, elles s'entraînent plusieurs fois par semaine. Elles participent à des compétitions internationales, au championnat de France.
On a une de nos cheerleaders qui fait partie de l'équipe de France et qui a pu voyager à Orlando pour participer à la Coupe du Monde de cheerleading, je crois que c'était il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un vrai sport à part entière et elles réalisent des prouesses techniques. C'est vraiment impressionnant ce qu'elles sont capables de faire. Donc voilà, ça c'est nos installations. Donc on bénéficie de 2 lieux sur Marseille on va dire on s'entraîne, on travaille. Principalement le stade de Saint-Jérôme qui vient d'être refait à neuf par la mairie de Marseille. Donc c'est quasiment un complexe que de foot US maintenant puisque le traçage principal est un traçage de foot US. C'est l'un des seuls synthétiques de la région sud, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est un super outil qui nous a été livré. Ça nous permet de nous entraîner absolument sous tous les temps, c'est-à-dire il peut neiger, pleuvoir, ça ne nous arrête plus. Voilà. Maintenant, il manque une petite partie de travaux sur le stade qui viendra se compléter d'ici quelques années, où on aura un bâtiment qui nous sera dédié avec salle de musculation qui nous permettra d'accueillir nos bureaux et d'accueillir nos licenciés dans les meilleures conditions. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Et le stade Pierre Delors, donc c'est le stade où l'équipe élite, donc l'équipe première du club, joue ses matchs. C'est le deuxième plus gros stade de Marseille, si je ne dis pas de bêtises, en termes d'affluence, parce qu'il peut accueillir entre 4 et 5 000 personnes avec les tribunes latérales. Ça nous permet aussi de bénéficier de la loge sur la partie supérieure, comme vous pouvez voir sur la photo, qui nous permet d'accueillir nos sponsors, nos partenaires institutionnels. Et voilà. Et du coup, nos matchs sont aussi diffusés sur notre web TV. Donc, on a une équipe au sein du club qui s'occupe de diffuser nos matchs sur Internet afin de pouvoir toucher le plus grand monde. On accueille en moyenne, on va dire, 1000 personnes par match. On avait prévu pas mal de choses cette année pour pouvoir augmenter ce chiffre-là, mais malheureusement, le championnat n'a pas encore pu commencer à cause du Covid. Donc, ce sera sûrement pour la saison prochaine. Mais voilà, on est confiant sur le fait qu'on peut augmenter notre nombre de spectateurs. Donc, on a un club compétitif puisqu'on fait partie, on va dire, des 3 plus gros clubs en France en termes de taille, de structure, de licenciés et aussi de niveau, puisque notre équipe senior évolue en première division. Donc, on fait partie de ce qui s'appelle du championnat élite. Donc, c'est un peu ce qui se fait de mieux en France. Notre équipe élite est principalement composée de joueurs qui sont formés à Marseille. Donc, on a un vrai centre de formation. On recrute évidemment des joueurs de l'extérieur, mais la grosse base de notre équipe est à Marseille. Et on a l'ambition d'ici 2022, peut-être 2023, puisqu'on a une année un peu blanche, de pouvoir jouer la Coupe d'Europe et de pouvoir affronter les meilleures équipes. Euh, on arrive aussi à avoir une équipe élite compétitive grâce à nos équipes jeunes. On fait un vrai travail sur nos équipes jeunes pour pouvoir développer nos gamins dès le plus jeune âge et leur permettre ensuite d'intégrer l'équipe élite. Un exemple de ça, c'est qu'on a été champion de France U19 en 2015. On est quasiment chaque année dans le top 8 national des équipes de moins de 19 ans. On fait partie des meilleures équipes AK et meilleures équipes de France à ce niveau-là. On envoie de nombreux joueurs en équipe de France. C'est la même chose pour nos équipes U16. Chaque année, on arrive à être performant sur nos équipes U16 et à envoyer des joueurs par la suite en élite. Et ce travail-là est le fruit de notre investissement aussi sur les catégories très jeunes, donc qui vont, on va dire, de 6 ans jusqu'à 14 ans, où depuis plusieurs années, on met du staff dessus pour pouvoir le développer. Et donc, je pense qu'on a l'un des plus gros effectifs sur ces catégories-là, puisqu'on a entre 30 et 40 licenciés chaque année. Ça fait je pense que ça fait plusieurs mois ou années qu'on n'a plus perdu un match contre les autres équipes de la région PACA. Donc voilà, c'est un vrai plus pour nous et ça nous permet par la suite de pouvoir former nos joueurs pour l'équipe élite. Et on a aussi une dimension internationale puisqu'on a des licenciés flag qui font partie de l'équipe de France de flag qui ont été médaillés au championnat d'Europe en 2019. On a aussi de nos licenciés cheerleading qui font partie de l'équipe de France. Donc voilà, on essaye de s'internationaliser au plus possible. Et un exemple de ça, donc de réussite d'un de nos gamins, c'est Asnel Robot. Donc, il a été formé chez nous en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Par la suite, il a pu intégrer l'équipe de France. Il a été recruté au Canada, où il a suivi un parcours universitaire, on va dire, classique, puisqu'il a intégré un cégep, puis il a intégré l'Université de Montréal, où il a joué pendant 4 saisons. Et il a été sélectionné en 2019 à la draft, donc par les Alouettes de Montréal.
justement pour jouer running back pour eux. Donc, c'est un de nos exemples de réussite. On en a plusieurs. On peut parler de Valentin qui joue également en CFL. On a des gamins qui sont en première division universitaire américaine, en première division canadienne. Donc voilà, on fait tout pour que nos gamins puissent se servir du club comme tremplin pour partir à l'étranger et représenter les couleurs de la France et de Marseille au plus haut niveau. Donc voilà, en résumé, le foot US, c'est un sport de stratégie. On investit pas mal de temps et d'énergie pour que ce soit un sport et qui offre du spectacle aux personnes qui viennent nous voir les week-ends. C'est un sport qui est accessible et mixte. Donc voilà, on n'a pas de distinction. Et un point qu'on aime bien mettre en avant aussi, c'est la sécurité. On fait un vrai travail par rapport à ça avec nos joueurs pour qu'ils apprennent à jouer de manière sécuritaire, qu'ils apprennent à plaquer de manière sécuritaire et qu'on fasse un vrai travail là-dessus pour que le sport reste le plus sûr possible et qu'il n'y ait pas d'accident ou de mauvaise presse comme on peut avoir aux États-Unis où il y a eu un film ces dernières années par rapport à ça. On a une vraie communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux. Donc, on va dire en temps normal, sur une saison, on va dire qui se passe à peu près normalement sans Covid, on a entre 15 000 et 25 000 personnes touchées par semaine via nos posts sur les réseaux sociaux. On fait un vrai travail de communication là-dessus où on essaye de tenir notre site à jour. On fait des articles, on essaye de présenter nos joueurs. Voilà, on essaye de faire une vraie actu tout au long de l'année par rapport à ça. Et on voit de vrais résultats sur les réseaux sociaux. Et moi, je vois une vraie différence puisque je m'en occupe depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'en début de saison, quand on lance nos campagnes de recrutement, on a évidemment beaucoup plus de licenciés qui viennent nous voir grâce à ça. Donc, c'est un vrai outil de recrutement aussi pour nous là-dessus. Donc, nos projets sportifs, sociaux et business. Donc, on essaye depuis cette année pour nos meilleurs joueurs, on va dire nos joueurs qui sont en équipe de France et qui performent à très haut niveau, de leur offrir un vrai accompagnement. Donc, cet accompagnement, il se fait sur 3 niveaux. Donc, il y a l'accompagnement évidemment de terrain. Donc, on leur donne le maximum d'outils pour être performants sur le terrain les week-ends. Mais on essaye aussi de leur offrir un accompagnement professionnel. Ils ne pourront pas faire carrière, on va dire, toute leur vie dans le foot US. Il y a un moment où ça s'arrête. Donc, on essaye de leur offrir des opportunités de formation, des opportunités d'emploi. Voilà. Donc, il y a 2 exemples qui sont très parlants là-dessus, puisque 2 de nos joueurs de haut niveau ont pu s'inscrire en formation DEGEPS cette année et CQP. Donc, à la fin de l'année, ce seront des entraîneurs diplômés quasiment du plus haut niveau fédéral possible. Et ça, ils y ont un droit grâce à l'accompagnement qu'on essaye de leur faire. Il y a aussi un accompagnement au niveau associatif. On demande à nos joueurs de s'impliquer dans la vie associative et de rendre au club tous les jours. Donc, ça peut être du coaching, des projets. Voilà. Ça peut se faire de plusieurs façons, mais ils doivent rendre au côté associatif aussi. Donc, il y a un impact social fort sur notre communauté donc dans la ville de Marseille. Toutes les semaines, on se rend dans les écoles primaires avec notre partenaire Sodexo pour organiser des petits déjeuners. Donc, c'est un moment qu'on passe avec eux, donc 2-3 heures, où on va déjeuner, on va leur apprendre à déjeuner comme des sportifs. Et ensuite, on va leur proposer une initiation au football américain. Donc, on utilise le flag pour leur présenter ça. On arrive à faire ça et cet engagement au quotidien auprès des enfants, ça nous permet d'avoir une reconnaissance de la part de la fédération avec des labels, des entraîneurs diplômés et ça permet d'encadrer tout ça et d'avoir une certaine récompense dans le travail qu'on fait. On essaye aussi d'être engagé auprès d'autres associations de la ville de Marseille. Donc, ça peut être le Téléthon, tout ça. Et cette année, sur nos maillots, on portera le nom d'une association qu'on en a choisi pour les mettre en avant et leur permettre de se faire un peu plus connaître grâce à nous. Donc, on a lancé aussi cette année le projet Une étoile pour tous. Donc, Une étoile pour tous, le principe est très simple, c'est de pouvoir accompagner les jeunes des quartiers, on va dire, un peu plus pauvres de Marseille et de leur offrir une opportunité de se développer dans le sport. Donc, cette année, on a offert 10 bourses à des jeunes Marseillais, donc des bourses sportives. Donc, on leur paye la licence, l'équipement et on leur offre, on va dire, un accompagnement tout au long de l'année. Au niveau scolaire, au niveau sportif. Et on essaye de leur donner une chance de suivre le parcours, par exemple, d'Asnel et de se servir du club comme tremplin pour la suite de leur vie.
Le but du jeu pour nous, c'est d'avoir un impact positif au sein de notre communauté et de devenir une terre d'accueil pour ces jeunes qui n'auraient pas forcément cette opportunité-là dans un autre sport qui pourrait être bouché. Je vais peut-être donner la parole à Nico sur cette partie-là. Donc, c'est le Big Blue Nation Business Club. Donc, Nico nous a rejoint cette année, donc au début de l'été, pour lancer avec nous notre business club. Donc, notre business club, je pense que Nico peut en parler un peu mieux que moi. Oui, merci Sacha. Rebonjour à tous. Merci d'être là et de participer à ce premier Big Blue Talk. Donc effectivement, moi j'ai découvert le travail qui était réalisé par les Blue Stars de Marseille il y a tout juste 2 ans, pour être honnête. Je suis originaire de Marseille et je suis revenu après quelques années à l'étranger, tout simplement au bord de la Méditerranée. J'ai découvert Sacha à travers le réseau social LinkedIn. Et quand j'en ai su un petit peu plus sur tout le travail qui était fait d'un point de vue sportif et social par le club, j'ai été assez étonné de voir que justement tout l'aspect partenariat, sponsoring, comme on peut le connaître dans le milieu sportif traditionnel et amateur, n'était pas forcément exploité. C'est quelque chose qu'ils avaient volontairement mis de côté puisqu'ils ne se sentaient pas forcément en capacité d'honorer peut-être toutes les attentes qu'un partenaire pourrait attendre. Donc, on a mis en place une stratégie bien spécifique, à savoir axer la communication non pas forcément sur une visibilité médiatique que nous n'avons pas encore, mais plutôt sur tout le travail qui était déjà réalisé par le club. Donc, comme l'a dit Sacha, au niveau des quartiers défavorisés, pour rendre l'accès au sport, et pas forcément au foot US, mais vraiment aux valeurs du sport, c'était déjà dans la stratégie du club et déjà mis en place depuis plusieurs années. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de développer le côté business club, comme la majorité des clubs sportifs aussi tendent à le faire aujourd'hui, et exploiter tous les différents filons. Donc effectivement, on est parti. Alors, le Covid n'était pas encore là, la Covid n'était pas encore là, mais on est parti sur des rendez-vous business assez humains, j'ai envie de dire, conviviaux, qui se voulaient réguliers pour permettre justement aux acteurs économiques de Marseille et de la région de se rassembler, pas forcément autour d'un événement sportif, mais autour d'un club et de valeurs. Il se trouve que voilà, les restaurants, les bars sont fermés, donc ça limite un peu. La stratégie reste quand même la même. Malgré tout, on a réussi à rassembler en quelques mois autour du club une bonne quinzaine de partenaires qui ont été séduits par le projet, qui ont été séduits justement par toutes les propositions, la potentialité du club. Il faut savoir que dans l'esprit justement du partenariat, on va plutôt chercher à rendre l'appareil aux entreprises à travers des solutions notamment sur les valeurs RSE, des solutions en termes de communication aussi pour ses partenaires, pouvoir justement, au lieu de simplement s'appuyer sur un logo marqué sur un maillot, ce qu'on propose bien évidemment, plutôt dans l'idée de mettre en avant des avantages pour leurs collaborateurs, pour leur personnel, pouvoir communiquer sur justement des jeunes Marseillais qui ont pu partir de l'autre côté de l'Atlantique pour tenter le rêve américain à travers l'intégration de championnats plus prestigieux sportivement pour eux. Voilà, tout un tas de travaux, d'actions qui sont déjà existantes au sein du club. Donc là, aujourd'hui, on lance un petit peu le côté digital à travers ce Big Blue Talk. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, on essaie d'être actif de plus en plus sur LinkedIn. Quand justement j'ai intégré le club, il y avait une petite centaine d'abonnés sur la page officielle des Blue Stars. Aujourd'hui, on a des taux d'engagement, des taux d'impression qui sont très encourageants. On a plus de 700 abonnés qui interagissent bien. Donc voilà, très, très positif pour nous et très content aujourd'hui de pouvoir aussi mettre en place cette stratégie avec derrière le soutien de la Fédération française de football américain qui, pour le coup, réalise un travail de dingue. Je pense que Pierre va pouvoir l'expliquer un petit peu plus en détail, mais qui aide grandement aussi les clubs derrière à pouvoir avoir une dynamique positive malgré l'absence justement de pratiques sportives et de donner justement des lignes de conduite, des orientations pour que tous les clubs avancent à l'unisson et pour l'intérêt de la discipline. Ok, super, merci Nico. S'il y a des questions dans le chat, vous n'hésitez pas à vous poser les questions. On y reviendra à la fin, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Pierre, tu es prêt?
Eh oui, bonjour. Salut Pierre. Donc Pierre qui est le directeur du développement à la fédération de foot US en France. Donc déjà merci d'être là avec nous. C'est top Merci, de pouvoir. merci à toute l'organisation des Boosters de m'avoir invité, c'est cool. Ouais, c'est top de pouvoir t'avoir. On échange régulièrement avec tes équipes et le club. Donc, c'est top de pouvoir un peu discuter du foot US en France et un peu plus à l'international après. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu de ton parcours dans le foot US? Comment tu en es arrivé là? Dis-nous tout. Ne pas faire trop long, mais moi, c'est une histoire, pour l'instant, une large partie de ma vie. J'ai eu l'occasion d'avoir ma première licence à 6 ans. Voilà, donc j'ai tout un parcours de joueur, enfin, un parcours scolaire aussi via le foot américain, parcours professionnel depuis une dizaine d'années et depuis 3 ans maintenant sur le service développement. Donc, on prend en charge l'ensemble des opérations de communication, les opérations commerciales, les opérations événementielles et internationales. Voilà. Alors après, on reste une fédération de taille très moyenne, donc on n'est pas forcément beaucoup au bureau, donc on est très multitâche sur l'ensemble de ces domaines. Euh, et puis, l'occasion d'accompagner, ou en tout cas d'essayer d'accompagner des associations partout en France, notamment comme vous le faites du côté de Marseille. Voilà, c'est vrai que le staff sur place fait plutôt un bon travail depuis plusieurs années. On a vu une montée rapide, une montée très très rapide des Blue Stars vers la division 1. Mais finalement, beaucoup de travail sur place avec les équipes du président de la Guardia et maintenant une des, une des équipes très solides du championnat, aussi bien senior que jeune, et on l'espère bientôt européen. Tu en parlais juste avant. Ouais, ouais, exactement. Du coup, on parlait du foot US en France. Donc, j'ai repris ce graphique qu'avait fait l'équipe durant la diffusion, je crois, du Super Bowl, si je dis pas de bêtises, où on peut voir un peu toutes les équipes en France, donc du moins pas en De France, mais division 1. du championnat de l'élite. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du championnat élite, du football américain en France, le nombre de licenciés? Enfin, tu peux nous faire un petit brief là-dessus rapidement. Eh bien, le foot américain en France, c'est une histoire qui est assez récente d'ailleurs, pour ceux qui découvrent nos activités. On a du foot américain au sens organisé, fédéral et national du terme depuis 1983, qui est la date de naissance de la fédération. Alors, il y a eu plein d'expériences avant, hein. Les premières histoires du football américain qui sont notamment liées à des histoires militaires de notre pays, de l'Europe et ainsi de suite, début du XXe siècle. La fédération en elle-même, c'est l'histoire plutôt sympa d'un pionnier. Toute une génération d'ailleurs s'est construite avec Laurent Plégelat, qui était professeur de PS en Île-de-France et qui, lors d'un voyage dans le Colorado, découvre le foot américain, décide de revenir en France avec des casques, des épaulières et d'un club, d'une association qui était le Spartacus de Paris. On en arrive aujourd'hui en 2020 avec un peu plus de 230 associations affiliées sur tout le territoire français. Donc là, effectivement, sur l'infographie de l'équipe, ne sont représentés que les clubs de première division dans lesquels les Blue Stars évoluent. Mais en tout et pour tout, le record de licence, record historique de la fédération a été battu sur la saison 2018-2019 avec 23 508 licences. Toute compétition, toute discipline, tout âge, hein, on est sur vraiment un panel très large. Voilà, alors bon, bien entendu, comme tout le monde, on est un petit peu face à la crise sanitaire, mais on va continuer de préparer et de se battre pour la reprise. La division élite, le championnat de France élite, c'est 12 équipes. Comme vous le voyez à l'écran, donc dans 2 conférences nord et sud, qui sont finalement géographiquement assez marquées avec cette bannière au sud-est entre Perpignan et Thonon-les-Bains, et puis sur l'Île-de-France jusqu'à Villeneuve-d'Ascq, qui fait partie de nos lieux de résidence pour la finale du championnat de France, puisque depuis maintenant 3 ans, nous sommes de retour au stadium de Villeneuve-d'Ascq, qui est un peu notre stade résident. Vous avez votre stade dans le sud à Delors. Et voilà, au niveau de la fédération, le casque de diamant
Et les matchs internationaux de l'équipe de France sont sur une configuration ex-soccer qui est au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Voilà. Ok. Donc après, bien évidemment, c'est une période qui est compliquée pour des associations. Nous ne sommes pas un sport olympique, nous ne sommes pas un sport professionnel. Maintenant, plusieurs associations, et notamment la Division 1, ont décidé d'essayer de retravailler un petit peu leur structuration, leurs objectifs à moyen et court terme. On est bien entendu spectateur et facilitateur de ça autant que possible, en espérant voir des travaux arriver dans ce domaine-là très rapidement. La particularité du football américain en France, c'est une mixité absolument fantastique. Mixité sociale, mixité des âges, mixité des origines. Nous sommes une superbe photographie de cette France qu'on adore. Ouais, ben c'est ça. Bon, du coup, je vais pas passer trop de temps sur le championnat élite cette année parce que ben, malheureusement, il n'a pas pu démarrer à cause de la crise sanitaire. Et on ne sait toujours pas s'il va pouvoir démarrer ou pas. On l'espère, on croise les doigts, mais bon, voilà. C'est une année un peu compliquée. Je pense que On espère qu'il y aura peut-être, de toute façon, il y aura, on l'espère, dès que nous aurons l'autorisation, le message est passé. On a vu notamment Grenoble ou encore Thonon-les-Bains ou encore La Courneuve se préparer à des protocoles de reprise. Hein. Pour l'instant, on en est encore au stade de la pratique sans contact. Ce n'est pas un fait fédéral, c'est un fait des autorités sanitaires. Et plusieurs scénarios sont déjà à l'étude pour la mise en place d'un championnat de France, tout simplement dès que possible. yes. Du coup, je voulais enchaîner un peu sur la France à l'échelle européenne parce que l'équipe de France, elle est assez performante à l'échelle européenne. Mais alors, où se situe le championnat, on va dire, élite ou le championnat français par rapport aux autres nations? Comment se situent nos joueurs par rapport aux joueurs d'autres pays? Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu plus en détail de ça? Tout simplement, la première médaille d'or internationale date de 2004. Donc finalement, c'est une histoire assez récente. On a fait partie des premières fédérations à rapidement avoir un parcours fédéral de haut niveau, notamment via le Pôle France, via les clubs de Division 1, via des projets tournés vers l'étranger, notamment aux États-Unis et au Canada. C'est effectivement de très belles réussites. Et puis en 2017, les World Games, première médaille en senior, médaille d'or en tout cas en senior. Et puis en 2018, le titre de champion d'Europe. De fait, nous sommes toujours champions d'Europe en titre. Donc je pense qu'on doit avoir quasiment le titre le plus long de l'histoire du football en Europe. Mais on est de nouveau en demi-finale cette année. En tout cas qualifié normalement pour l'Italie cet été. Donc on espère pouvoir continuer sur cette belle lancée. De façon très directe, la France aujourd'hui possède les meilleurs skill players d'Europe, c'est-à-dire les joueurs d'agilité, les receveurs, les running backs, les linebackers, les DB, voilà, toutes ces positions qui requièrent des qualités d'explosivité, de vitesse, d'agilité, de force et ainsi de suite. La France est unanimement reconnue grâce au travail des clubs, grâce au travail des entraîneurs en local, en région. On a des talents qui émergent quasiment tous les mois dans tous les clubs de France. Et donc, bien évidemment, c'est presque, c'est jamais facile de gagner, mais disons quand on part avec du travail fait sur les territoires qui nous permettent d'avoir des joueurs accessibles au haut niveau, bien entendu, ça nous aide dans beaucoup de performances et on a la chance de tenir une place vraiment particulière à l'échelle européenne. Il nous manque encore au niveau club, il nous manque maintenant à travailler la compétitivité du championnat vis-à-vis notamment, pourquoi pas, de l'Allemagne ou de la Finlande ou de l'Italie qui sont vraiment dans la course. Nous avons construit une équipe nationale très solide. On espère pouvoir continuer sur cette lancée. Maintenant, le travail des prochaines années, ce sera notamment sur la compétitivité du championnat. Et donc, en l'occurrence, on va compter sur les Blue Stars et notamment sur les 12 autres clubs du championnat, 11 autres clubs du championnat élite pour pouvoir achever ça. Ok, super. Ça allait être ma question de toute façon. Plus ou moins, on a des joueurs super compétitifs, mais nos clubs, ils sont un petit peu en retrait par rapport, on va dire, aux grosses nations européennes de foot US.
peut-être qu'est-ce qui manque, à ton avis, au club et même peut-être à la fédération ou à notre structuration pour faire que nos meilleurs joueurs puissent performer en club et que les clubs puissent concurrencer les clubs allemands ou les clubs autrichiens qui sont très souvent le top de ce qui se fait en Europe. Alors, je vais relativiser un peu tes propos parce qu'on a quand même Thonon-les-Bains, un de vos concurrents de division qui a remporté un titre européen il y a quelques années sur ce deuxième niveau de Coupe d'Europe qu'on pourrait comparer à la Coupe de l'UEFA et la Champions League pour les gens du soccer. On ne va pas dire football, même si chez vous c'est religion, mais je vais parler du soccer. Donc, bien entendu, on a des clubs qui performent à l'échelle européenne. C'est quand même un fait. Ce qui fait la différence, c'est le nombre de clubs qui sont capables de performer. Et une question, un fil rouge de ça, bien entendu, c'est d'avoir les moyens de performer. Au-delà des moyens financiers, on va toujours dire qu'on n'a jamais assez d'argent. C'est des moyens liés à la structuration. Une structure d'accueil, un stade, un terrain d'entraînement, des espaces de réception, des projets liés notamment aux joueurs ou à l'accompagnement. Donc, bien évidemment, c'est un step qu'on doit faire. On a quand même la chance, malgré tout, d'être un sport très jeune et très dynamique. Et dans cette période qu'on traverse et qu'on va continuer à traverser, je reste persuadé, en étant un peu candide et ambitieux, je reste persuadé que là où les autres sports vont devoir réfléchir, à regarder derrière eux en disant il n'y a plus de public dans le stade, je m'affiche moins en local parce que mon revenu, c'est ce qu'on appelle le gate revenu, ça va être mes tickets, ça va être mes prestations, et ainsi de suite. Le foot américain, lui, peut toujours regarder devant. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Quelles sont les innovations? On a vu énormément de clubs, d'ailleurs, dont vous, travailler sur de la diffusion des matchs, travailler sur du reportage, de l'inside, travailler sur des collaborations un peu transversales hors foot américain entre, pourquoi pas, un joueur de l'Olympique de Marseille et un joueur des Blue Stars pour pouvoir tester des coups francs et des field goals. Pourquoi pas, on aura un spécialiste juste après, qui je pense serait ravi d'aller taper des field goals au Vélodrome pour Boris. Mais le step qu'on doit passer tous ensemble, c'est le step de groupe, hein, c'est un step d'ensemble. Culturellement, le foot américain, comme tous les sports US, on travaille sur du groupe, on travaille sur la force du nombre. Et aujourd'hui, la valeur du championnat, finalement, la valeur étalon, ça va être le club le moins bien structuré. Et donc, ça va être aux meilleures structures, aux structures peut-être plus importantes ou qui ont plus de chances ou plus de moyens ou plus d'actions de venir supporter avec la fédération les associations qui sont en plein boom. Et à partir de là, la force du nombre, on va pouvoir travailler sur, pourquoi pas, un match par semaine sur des moyens télévisuels nationaux. Pourquoi pas également, on a une offre de contenu un peu sideline, talk show, émissions hebdomadaires, mensuelles et ainsi de suite, qui vont permettre de mettre en avant les success stories. Ça, c'est intéressant. Et puis, on a, Nicolas en parlait avant, je l'ai entendu, quand il parlait de success story, quoi. C'est vrai que ce rêve américain que les jeunes vont aller essayer de gagner, de briser des frontières, voilà, c'est des choses qu'on doit aussi accompagner parce que c'est des vecteurs comment dirais-je, au-delà de la popularité, c'est aussi des vecteurs d'inspiration. Euh, peut-être que pour Asnel, qui va avoir la chance, on l'espère, de jouer avec Boris à Toronto dans quelques mois, on est une dizaine, une quinzaine de jeunes qui va se dire pourquoi pas moi, tiens, je vais essayer, je vais aller m'entraîner, je vais passer un cap dans ma préparation et je vais performer avec les Blue Stars, je vais performer avec les Hurricanes de Montpellier, je vais performer avec les Vikings de Villeneuve-d'Ascq. Et tout ça, mis bout à bout, alors ça fait beaucoup de conditions, nous permettra bien entendu de trouver cette Ah, alors, dites-moi dans le chat si vous avez perdu Pierre ou c'est moi. T'es par là?
Ça serait revenu. Sacha est peut-être de retour. Peut-être que tu vas pouvoir repartager l'écran à nouveau. Ouais, je suis désolé, j'ai ma connexion qui s'est coupée d'un coup. Je suis Pas de souci, du coup, Pierre venait juste de finir en tout cas ses explications et je pense qu'on pouvait enchaîner sur Boris. En tout cas, voilà, on a de nouveau ton écran sous les yeux. Bah, ça me fait une petite passerelle. J'avais une petite question par rapport à ça. Mais du coup, tu nous as parlé des joueurs à l'international. Peut-être est-ce que, à l'image du basket, il y a 20 ans, avec des Tony Parker ou des joueurs français qui s'exportent là-bas et qui font parler d'eux, est-ce que ça peut servir le foot US en France d'avoir des joueurs qui vont aller en NFL et performer là-bas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, ouais, bien sûr, je le crois. On l'a beaucoup vu sur la période Super Bowl il y a quelques semaines. C'était il n'y a pas longtemps. On a fait un choix fort depuis 3 ans, un choix fort et assumé qui est de prendre un peu ce rôle de facilitateur, d'intermédiaire, de relais pédagogique du football américain en France et notamment grâce à l'aspect de la NFL. Hein, je répète souvent ça, mais à titre d'information, la NFL, c'est la ligue sportive la plus puissante du monde. C'est un revenu de 14 milliards de dollars. C'est absolument ahurissant comme locomotive. Et tout ça, moins d'1% de ce business-là est fait en dehors des États-Unis. Donc ça veut dire que finalement, le démarrage de la politique internationale de la NFL, c'est en cours. C'est quelque chose qui a lieu depuis plusieurs années, mais qui n'est pas encore abouti, comme peut-être la NBA, avec l'effet 92, Barcelone et Magic Johnson, Jordan et compagnie. Et puis derrière, les Français en ont bénéficié, encore une fois, grâce à ce potentiel sportif de la France. On est culturellement pas forcément un pays de sport, mais il n'empêche qu'on a quelques-uns des meilleurs sportifs mondiaux sont français. Et donc, nous, repris ça au foot américain français, notre effet Tony Parker n'a pas encore eu lieu. On est encore à l'aube de ça. On a eu, bien évidemment, des talents, et je pense à Richard Tarditz il y a très longtemps, qui a joué pour les Patriots en NFL, mais les modes de consommation médias ont changé, les relais d'information ont changé. C'est une autre époque, c'est un autre monde. Donc, voilà, sans rien enlever au parcours de plusieurs anciens, notamment à NFL Europe et autres, qui ont eu l'occasion de performer ou de se battre pour un spot en NFL. L'arrivée d'un Français dans l'ère moderne des médias, de la médiatisation, des réseaux sociaux qu'on connaît tous, viendra bien évidemment en support de ça. Donc notre effet Tony Parker est encore devant nous. Et ce qui est très intéressant, si on veut comparer à d'autres sports comme par exemple le basket, qui est proche de nous culturellement parlant, on fait le choix de dire, nous, on va accompagner ça. On va accompagner ça parce que, encore une fois, pendant la période Super Bowl, on a vu de la PQR presse quotidienne régionale reprendre des informations, des infographies, reprendre quelques stats françaises, prendre contact avec la fédération aussi. On bosse avec l'agence Média RP Comeover depuis maintenant presque 8 mois. Et donc, ce choix-là, en tout cas, va payer, on l'espère, dans les mois et dans les années qui vont venir. Parce qu'un Français en NFL, c'est forcément des supports de communication, des relais de communication qui vont venir chercher de l'information sur le joueur, sur les parcours, sur l'histoire, chercher des angles. Et ces angles médias, ces histoires, eh bien, c'est les associations qui les ont au quotidien, dans leur section cadet, dans leur U12, dans leur U16. Donc, bien évidemment, c'est pour nous très intéressant pour le futur. Mais du coup, est-ce que je vais utiliser cette photo que j'ai retrouvée de toi, du coup, il y a quelques années avec Jim Harbaugh, le head coach de l'Université de Michigan. Est-ce que le chemin vers la NFL, c'est pas justement ces universités et créer des tremplins pour nos joueurs dans ces universités pour ensuite intégrer la NFL? Est-ce que le lien, il n'est pas ici, l'avenir se joue pas là? Ça fait partie des liens. La chance qu'on a en 2021, c'est que les voies d'accès en NFL, il n'y en a pas qu'une seule. On en a au moins 3 en tout cas. On a bien entendu la voie de l'université, le fameux NCAA. On pense à Jordan Avisé à Buffalo, on pense à Wilfried Penney à Vitech et d'autres. On pense à Junior à SMU. Enfin, voilà. Anthony est passé par Purdue, Anthony Mangou. Donc bien entendu, ça c'est la voie d'accès, disons, la plus probable
Voilà. Maintenant, le football américain, il faut quand même se mettre dans l'esprit qu'on est un sport de grand nombre, que c'est le sport numéro 1 aux États-Unis, que des facultés, des équipes performantes, il y en a des centaines, et que donc des joueurs qui souhaitent avoir accès à ce haut niveau, il y en a des milliers et des milliers et des milliers, des centaines de milliers qui chaque année vont vouloir casser les portes de la NFL. Je crois, de mémoire, je vais sûrement dire une bêtise, mais le taux d'accession à partir du moment où on commence à jouer à high school vers la NFL est inférieur à 0,5%. Ouais, c'est important de tête. Donc, bien entendu, là, c'est très exigeant et nous, on part avec un petit step de retard parce qu'on est français et les entraîneurs, je pense notamment à Jim Harbaugh là, qu'on a sous les yeux, qu'on a eu le plaisir d'accueillir pour un spring camp à l'INSEP. C'est des gars qui sont quand même, malgré tout, extrêmement conservateurs. Ils sont là pour gagner tout de suite. Alors bon, Michigan, ce n'est pas arrivé depuis là, quelques années maintenant, mais et donc prendre le risque quelque part de faire jouer un Français qui a commencé le foot à 14 ans ou à 16 ans, alors qu'il y a des jeunes Américains à compétences, à talent équivalent qui ont commencé à 6 ou à 8 ans, ça peut représenter un risque. Donc bien évidemment, c'est mathématique, plus il y a de joueurs, plus il y a de chances. La deuxième voie d'accès, c'est celle du NFL Pathway. Depuis maintenant plusieurs années. Le premier Français à être entré dans le Pathway, c'était Anthony Dablé. C'était Sébastien Sejean qui était passé par un parcours avec la NFL Europe, qui était un peu les premiers bribes du Pathway. Anthony Dablé a suivi. Et puis maintenant, on a Yohan Nyangé, qui, de par son parcours de sportif, notamment de champion, de taekwondo, qui a découvert le foot américain vraiment par hasard sur le tard et qui, avec quelques mois d'entraînement, a pu se faire une place sur le Pathway. Il est en train de s'entraîner en ce moment à Bradenton, en Floride, pour pouvoir potentiellement intégrer une équipe. Et puis, la troisième voie d'accès, ça va être la voie professionnelle canadienne, puisqu'on travaille, pour le coup, de façon vraiment quasiment mensuelle, voire bimensuelle en ce moment, avec la CFL, la Canadian Football League, dans laquelle Boris joue depuis plusieurs années, pour pouvoir finalement mettre les joueurs français au niveau des professionnels avant d'aller chercher peut-être la Ligue nord-américaine. Maintenant, cette voie d'accès nécessite, il faut dominer en CFL pour avoir une chance de se faire remarquer en NFL. Donc, c'est des étapes, mais c'est des étapes qui sont devenues réelles. Aujourd'hui, quand on débute un parcours de haut niveau et quand on est jeune, moi à 14 ans, il était pour moi impossible dans mon club d'imaginer pouvoir un jour rejoindre le Canada ou rejoindre les États-Unis, la NCAA, la NFL, c'était encore c'était très très loin. Quand moi j'étais cadet ou minime, on avait quelques-uns de nos meilleurs joueurs français qui arrivaient éventuellement à toucher un niveau cégep au Canada. Et aujourd'hui, on a plus d'une centaine de joueurs dans les cégeps, donc les temps ont changé. Mais maintenant, ça devient, on est autorisé à rêver. Voilà, les jeunes doivent s'autoriser à rêver. Par contre, ça nécessite énormément de travail, énormément de sacrifices. Il faut vraiment être prêt pour ça. Il faut avoir la tête solide, il faut avoir la motivation, il faut avoir la discipline de faire les sacrifices nécessaires pour aller vers le très haut niveau. C'est dur, mais c'est faisable. Voilà, c'est dur, mais c'est faisable. Et ce qui est important, c'est que des clubs, des associations puissent mettre à disposition des jeunes le savoir-faire des entraîneurs, les installations d'entraînement, les installations de compétition pour faire des matchs qui vont éventuellement leur permettre, dans quelques années, de rejoindre la Ligue nord-américaine. Ok, super. Je te remercie. Moi, pour compléter un peu ton info, moi, c'est ma peut-être 9e année dans le foot US entre joueurs et on va dire dirigeants. Moi, quand j'ai commencé, ça n'existait quasiment pas des Français qui partaient en cégep. Donc, c'était très, très rare. Aujourd'hui, si on en a 2 ou 3 par club par an, c'est juste, on va dire, la norme. Donc, il y a déjà un vrai progrès qui a été fait sur, on va dire, 7-8 dernières années pour envoyer nos joueurs de France vers l'étranger. Donc, il y a déjà un super travail qui a été fait. C'est pas toujours une bonne nouvelle. Faut quand même, pareil, faut relativiser ça. Le projet de vie, le projet scolaire, le projet sportif, c'est énormément de paramètres à prendre en compte. C'est à mesurer. Voilà, il y a des pour, il y a des contre, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs sur ces départs à l'étranger ou en Europe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que plus les projets des associations
seront forts, plus le groupe, disons, championnat sera solide, plus le championnat sera compétitif, plus les jeunes vont rester performer à la maison avant d'aller chercher pour, encore une fois, l'extrême minorité. Là, pour le coup, il faut vraiment relativiser, 0,5% des États-Unis. Alors, si vous prenez, il y a à peu près 200 000 joueurs de foot américain en Europe. Donc, on est sur du 0,00 quelque chose pour atteindre la NFL. Voilà, il faut bien évidemment, le rêve est possible, mais il y a énormément d'étapes avant. Et l'étape importante, c'est la structuration des clubs, les moyens des clubs, leur travail ensemble pour travailler à la popularité du football américain en France. Ok, super. Je te remercie. Tu restes avec nous pour les questions-réponses, peut-être après, s'il y a peut-être une question pour toi. Et puis, je vais donner la parole à Boris, du coup, qui lui vit un rêve, on va dire, américain, puisqu'il vit là-bas et qui joue là-bas professionnellement. Donc, Boris, si tu veux allumer ton micro et ta caméra, c'est pour toi. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend nickel. Comment tu vas? Bonjour à tous. Tu m'entends bien? Ouais, nickel, c'est parfait. Bon, comment ça va, Boris? Ça va bien, hein. On est dans la construction, la rénovation, mais ça va très bien. Je ne peux pas me plaindre. Il fait un excellent temps aujourd'hui à la maison. Et du coup, je profite de cette conférence pour partager un peu mon passage. Donc, j'ai hâte de partager ça avec tout le monde. Bon, je vois que tu as une casquette Blue Star et un t-shirt Argonaut. Du coup, c'est tes deux équipes. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler du coup de ton parcours, de toi, comment tu es arrivé là, qui tu es? Dis-nous tout. C'est facile, hein. Je vais faire ça assez court. En fait, moi, à l'âge de 15 ans, je termine ma troisième à Toulon. Mon père avait ouvert une école de formation de soccer. Je disais le mot soccer. Il a démarré une école de formation de soccer aux États-Unis à Boston. Et quand j'ai terminé ma troisième, il m'a dit tu vas venir me rejoindre et tu vas faire l'école aux États-Unis. Donc, pour moi, c'était au début, je vais dire quasiment une punition, mais finalement, ça a bien abouti. Donc, je suis arrivé aux États-Unis. Dans un cours d'éducation physique, j'ai découvert le football américain. Tout simplement, la thématique du foot de cette semaine-là, c'était le football américain. Et moi, en tant que bon Français, joueur de soccer, au lieu de prendre le ballon à la main et de le lancer, j'ai tapé dedans 1, 2, 3 fois. Et il y a un des étudiants qui est devenu un de mes amis qui m'a dit attends, je vais fermer les rideaux, essayer de taper le ballon entre les rideaux. Donc, en fait, ça s'est avéré 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il m'a dit est-ce que tu serais chaud de venir jouer au football américain? Notre kicker a fait un AVC, il ne pourra pas jouer cette saison. Donc, j'ai dit tu sais quoi, je ne maîtrisais pas trop l'anglais. Je venais d'arriver de France, donc automatiquement, on va dire que le côté réseaux sociaux, amis, j'en avais pas beaucoup. Tu arrives dans un nouveau pays, la barrière de la langue était quand même là. Donc, je voyais à l'époque dans les émissions avec les gros manteaux en cuir, les gars qui passaient, les joueurs de football. Donc, j'ai trouvé cool. Je dis pourquoi pas me lancer dans l'aventure, puis on verra bien ce que ça va dire. Si ça me plaît pas, je retourne au ballon rond. Et si ça marche, pourquoi pas. De là, j'ai fait mes études. J'ai été recruté dans une université américaine dans l'Ohio où j'ai joué 2 ans. Je suis rentré 1 an en France et après ça, j'ai redémarré mon parcours de football américain à Laval, l'université de Laval, qui est à Québec. J'ai fait 4 ans. J'ai gagné 2 championnats nationaux là-bas avec des All-Stars, des All-Canadiens. Et en 2015, en février 2015, j'ai signé mon premier contrat pro avec les Alouettes de Montréal, où est-ce que j'ai viens d'y passer 5 saisons. J'ai joué 5 saisons avec les Alouettes de Montréal et je démarre ma deuxième saison, malgré que la saison de l'année dernière a été annulée. Techniquement, je démarrais ma première saison cette année. Entre-temps, j'ai pris le plaisir et l'honneur de découvrir le club de Blue Star de Marseille, où est-ce que j'y ai intégré. Et là, on espère qu'il y ait une saison pour qu'on puisse commencer à s'amuser un peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'accueil a été très chaleureux et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, pour expliquer un peu à tout le monde, Boris partage son temps en fait entre le Canada et la France. Quand il y a la saison au Canada, il part habiter là-bas pour la durée de la saison. Puis quand la saison est finie, il revient en France, donc dans le sud de la France. Donc, on a eu l'occasion de discuter il y a quelques semaines quand il était en France, puisqu'il voulait s'entraîner. Donc, on a eu l'occasion de discuter. Puis il s'avérait que la saison allait bientôt commencer, devait bientôt commencer. Et donc, Boris nous a rejoints et on espère tu pourras taper quelques ballons pour nous cette année si ça se fait.
Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ta position du coup sur le terrain? C'est quoi ton Mhm. rôle? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, moi, en fait, je suis le quarterback des unités spéciales. C'est comme ça que j'aime bien me nommer parce que ça passe bien. Mais en fait, non, moi, je suis donc le kicker et le punter. Donc, dès le moment où est-ce que les trois essais, je vais juste donner les règlements en football américain, au moins, on ne se mélangera pas. Mais dès que les trois essais de l'attaque n'ont pas fonctionné, ben, j'embarque sur le terrain et où je mets un coup de pied pour 3 points, ou je fais un botté de dégagement qui fait en sorte qu'on va repositionner le terrain de l'autre côté pour que notre défensive embarque sur le terrain contre leur offensive. Après ça, j'ai le botté d'envoi qui est en début de match, après la mi-temps et après chaque touchdown. C'est le coup de pied que je fais. Donc, en fait, moi, j'embarque vraiment sur le terrain à chaque coup de pied qu'il y a à faire. Donc voilà, donc le rôle de Boris, c'est dès qu'il y a un ballon à toucher avec le pied, c'est pour lui, que ce soit le dégager, le mettre entre les poteaux, voilà, tout passe par ses pieds. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien, bon, pas en France, mais plus quand tu es avec ton équipe pro au Canada, quel est ton quotidien là-bas? Comment tu t'entraînes? Comment ça se structure un peu la vie d'un athlète pro au Canada? Ben, c'est assez facile. En fait, déjà d'une, je trouve que cette photo, elle est belle parce que j'avais des cheveux, mais je commençais à en perdre. Donc, ça fait quand même un moment qu'elle a été prise, cette photo. Mais non, en fait, nous, comment est-ce que ça marche? En fait, on signe des règlements au début de l'année où est-ce qu'on peut choisir. Donc, en fait, on doit travailler pendant 4 heures et demie. En fait, on va dire qu'on appartient aux entraîneurs et au coaching staff. Donc, on vote pour les heures où ça commence à 9 heures, où ça commence à 13 heures, dépendant des équipes. Mais la plupart du monde, on préfère démarrer le matin. Donc, là, je vous donne vraiment ce que nous, on doit faire. Et après, je vous expliquerai ce que je fais moi et ce que la plupart des joueurs font. Donc, à 9 heures, on démarre. On a une réunion générale avec toute l'équipe et tout le staff, où est-ce qu'on parle, que ce soit du match qu'on vient de jouer ou le match qu'on s'apprête à jouer. Après ça, ça dure à peu près 15-20 minutes. À partir de 9h15, dépendant 9h30, on démarre les réunions des unités spéciales, où est-ce qu'on va regarder la vidéo et on va parler au niveau schéma, comment est-ce qu'on va affronter l'opposition, qu'est-ce qu'on veut faire sur l'opposition, qu'est-ce qu'on veut imposer à l'opposition. Après ça, on se divise en unités. Donc, il y a l'attaque et la défense qui démarrent leur réunion à 10h30. Donc, à peu près, c'est 1 heure de meeting, de vidéo et on va dire, de schéma pour les unités spéciales. Après ça, on se sépare offense, defense. Moi, je suis aussi dans le bureau avec l'entraîneur de l'unité spéciale, où est-ce qu'on va approfondir un peu plus les études sur l'autre équipe. La offense et la defense vont être en meeting jusqu'à 11h30, où est-ce qu'eux, ils vont parler c'est la même chose, comment affronter, quelles sont les réactions de leurs opposants. À 11h30, on sort, on a une demi-heure pour s'habiller, et à midi, on est sur le terrain, de midi jusqu'à 1h30. Donc, ça dépend où est-ce qu'on en est dans la semaine. On va dire qu'habituellement, je vais vous donner à peu près un calendrier. On va dire qu'on joue le samedi. Si on joue le samedi, le lundi, mardi, mercredi et jeudi, on est sur le terrain de 11h45, on va dire, jusqu'à 1h30. Après ça, le vendredi, on n'a pas d'équipement. On fait juste, ça s'appelle un walkthrough. Donc, en fait, on fait juste marcher à travers tout ce qu'on a appris à travers la semaine. Et game day, ben, ça serait le samedi. Donc, ça, c'est ce qu'on fait avec, on va dire, ce qu'on est obligé de faire. Après ça, ce qui se passe, c'est que habituellement, moi, ma journée, elle démarre à 7h, 7h30. 7h, 7h30, on descend à la salle. Donc, on a le choix d'aller à la salle de muscu ou avant l'entraînement ou après l'entraînement. Et après, il y a aussi tout ce qui est blessure et juste entretien des bobos. Donc, on a accès à des bains de glace, cryothérapie, bains chauds, de la physiothérapie, du kiné, de l'ostéopathe qui viennent s'occuper de nous. Donc, en fait, en gros, on passe de 7h30 à 3h. On est aux alentours du football ou pour le football. Et après ça, à partir de 3h, ben, il y en a qui restent encore plus longtemps. Mais pour moi, habituellement, aux alentours de 3h, j'ai terminé ma journée. Ok, super. Du coup, toi, tout au long de ta carrière, tu as pu gagner des titres, tu as fait plein de choses. Pour toi, c'est quoi le meilleur souvenir que tu aies gardé en tant que joueur de ta carrière jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, peut-être? Euh, je pense que ça serait, et je le dis souvent en fait aux jeunes, je pense que c'est mes années universitaires en fait.
On a eu beaucoup de succès au niveau universitaire, que ce soit personnellement, individuel ou en équipe, et même professionnel. J'ai eu des honneurs aussi individuels, mais je pense que ma deuxième année universitaire, en fait, on avait perdu l'année d'avant. C'était ma première année au Canada, en 2011. On avait perdu contre McMaster, qui était une équipe de l'Ontario, en finale en triple overtime, si je ne me trompe pas. Donc, on en perdait 23-0 à la mi-temps. On les a remontés, on est parti en overtime et on a perdu en triple overtime, donc en 3 overtime. Et en fait, l'année d'après, ils avaient été invaincus. Et nous, c'est la première fois qu'on perdait en finale. Et moi, j'avais manqué un botté cette année. Cette finale-là, j'avais manqué un botté au début du match qui aurait peut-être pu faire la différence, mais ça, on ne sait jamais. Donc, on avait été extrêmement déçus d'avoir perdu. En fait, l'année d'après, on s'était préparé pour ça. Donc, cette équipe-là avait terminé invaincue en 2012. Et c'était les gros champions. Et ils étaient supposés nous rebattre encore. Et en fait, on leur a foutu une raclée. Et c'est là où j'ai gagné mon premier championnat national. Et c'était tellement une fierté parce que toute la hors-saison, en fait, on l'avait fait par rapport à cette défaite et non pas par rapport à l'équipe, mais vraiment par rapport à la défaite qu'on avait perdue. Et elle était vraiment spéciale pour moi parce qu'on les avait écrasés. Puis j'avais aussi eu un excellent match. Donc, c'est resté marqué, on va dire. Ok, ok. Peut-être dernière question de moi en tout cas. C'est quoi la différence que tu vois toi en termes de structure entre la France, parce que tu as pu voir chez nous, et le Canada? Qu'est-ce qui manque peut-être pour toi à la France pour progresser et permettre aux joueurs de devenir meilleurs? Ben, tu sais, j'en parle pas souvent, mais je pense que parfois, la formation des entraîneurs pourrait être plus poussée pour qu'il y ait une certaine demande et une certaine connaissance qui puisse être partagée par rapport aux joueurs. J'adore les entraîneurs, c'est rien contre eux, mais je pense qu'il y a parfois un peu un manque de connaissances qui fait en sorte que le joueur ne peut pas avoir autant de détails sur. Je parle, hein, je regardais des 1 contre 1 et je regardais le receveur et je me disais, c'est dommage parce que tu ne te sers pas. Moi, je ne joue pas cette position-là, mais le joueur se faisait battre sans se servir des mains, en fait. Et je lui ai dit, essaie de te servir des mains comme ça, et tu vas voir, c'est plus facile. Mais c'est des détails que des entraîneurs, on va dire, et c'est péjoratif, mais plus qualifiés vont être capables de venir voir ce détail et dire, OK, fais ça, 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 comme ça. Et je pense que quand on fait même les unités spéciales, parfois, je regarde et je me dis, OK, il faut que je développe plus parce que moi, c'est des acquis pour moi, mais il faut que je le partage pour l'expliquer aux autres. Voilà comment est-ce que tu peux faire un contain. Voici comment est-ce que tu ne te fais pas battre à l'extérieur. Voici où est-ce que ton épaule est supposée être. Sers-toi de tes hanches. Et je pense qu'une des affaires, ça serait ça. Après, c'est sûr que les infrastructures, c'est pas pareil. Le Canada, c'est l'Amérique du Nord. C'est basé sur un résultat scolaire qui fait en sorte que tu peux jouer à ton sport. Donc, automatiquement, si l'école ne va pas, tu ne joues pas au sport. Et je pense que il faut vraiment avoir envie. Moi, je n'ai jamais été une personne d'école, mais quand je suis arrivé dans le système nord-américain, j'ai tout de suite pris plaisir à aller à l'école parce que je savais que si j'allais à l'école et que ça se passait bien, je pouvais jouer au sport que j'aime. Et moi, j'ai toujours aimé le sport. Donc, c'est un peu fou, mais c'est un peu comme la carotte et l'âne. Il va avancer si jamais la carotte elle est devant. Et je pense que ça serait quelque chose qui ferait du bien au sport en général en France. Parce qu'il y a trop, et je donne l'exemple du foot rond, mais il y a trop de jeunes qui gagnent des centaines de milliers, des millions d'euros trop jeunes et qui pensent que la vie elle est juste aussi facile que ça alors qu'ils pourraient avoir des qualifications. Parce que si jamais il y a une jambe qui se casse, il faut un plan B. Et je pense que ça vient avec l'école. Donc, pour moi, je pense qu'un encadrement, et je vois dans longtemps, puis je pense que Claire va être d'accord avec moi, mais si on était capable de créer une espèce de NCAA, je pense que ça ferait du bien au sport et ça ferait du bien aux joueurs et leur plan B après. Donc, je pense que déjà d'une, si les infrastructures se prêtaient à ça, parce que là, on parle de salles de musculation, de terrain, il n'y a pas de location de terrain, il n'y a pas de location de salle de muscu, tout le monde est dans le même endroit, on a le même vestiaire, on travaille tous ensemble, donc en fait, on est pris en commun du matin à 6 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir, on a quelque chose. Nos entraînements, quand j'étais à l'université, nos entraînements étaient basés sur ça. Donc, en fait, on avait des plages horaires, on avait 3 plages horaires à travers la journée qui faisaient en sorte que nos entraîneurs regardaient nos cours et nous plaçaient des entraînements par rapport à ça pour qu'on puisse aller aux entraînements.
Aujourd'hui, je vois, il y a des gars il y a du monde qui ont des jobs. Donc, automatiquement, moi, je ne vais pas venir à l'entraînement si je dois aller travailler. J'ai une famille, j'ai tout. Là, tout était fait en sorte qu'on puisse exceller dans ce qu'on faisait tout en étant capable d'aller à l'école. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, on n'est pas rendu là avec la France. Mais je pense qu'une infrastructure scolaire et sportive serait bien et ferait du bien pour le foot. Et je pense que aussi une qualification, que ce soit à travers des formations d'entraîneurs nord-américains qui viennent donner des formations pour améliorer les connaissances et les compétences de nos entraîneurs en France, ça pourrait aussi faire du bien. Ok, super. Je te remercie. On va passer aux questions qu'il y a dans le chat. S'il y a d'autres questions, dès qu'on a fini celle-là, vous pouvez les poser dans le chat ou vous pouvez prendre la parole directement via le micro. Du coup, je vais répondre à la première question. Je pense que Pierre, il peut aussi intervenir sur celle-là. Donc, quelle est votre approche vis-à-vis des différents chocs endurés lors des pratiques? Mettez-vous en place des dispositifs, notamment en termes de communication pour rassurer les parents. Donc, moi, de mon côté, en tout cas, de côté club, bizarrement, on n'a pas forcément besoin de le faire tant que ça. C'est vrai que le football américain souffre peut-être d'une mauvaise image ou d'un sport violent ou d'un sport qui peut paraître dangereux, mais quand les parents, au final, ils viennent à l'entraînement et qu'ils voient comment les entraînements sont structurés, comment nos entraîneurs encadrent tout ça, tous les processus qu'on met autour des entraînements avec les jeunes, les parents sont de suite rassurés et ils ne ressentent pas le besoin d'avoir besoin de plus de communication que ça. Et si ça arrive, en général, ils viennent discuter avec les entraîneurs et, euh, et on est capable de leur expliquer, mais on ne souffre pas de ce problème-là. Après, je ne sais pas en termes fédéral s'il y a un travail supplémentaire qui est fait, mais de notre côté, on ne ressent pas forcément le besoin de le faire à ce niveau-là. Voilà, avec le micro ouvert, ce sera mieux. Nous, de toute façon, depuis quelques années maintenant, les contacts directs sont interdits en dessous de 14 ans. On a mis en place un support d'accompagnement, formation vis-à-vis des entraîneurs notamment, qui s'appelle le DAFALT, l'accompagnement du développement de l'athlète du foot américain sur le long terme, avec toute cette période pédagogique de la petite enfance. Notamment, on a aussi des projets type Mini French League, qui sont finalement un book du foot américain avec des histoires à raconter autour de thématiques sport citoyenneté qui vont donner les outils nécessaires aux clubs, aux associations, aux entraîneurs, aux dirigeants pour pouvoir ensuite faire un travail de terrain. Maintenant, si on parle d'action nationale, grand public, de sensibilisation à l'activité foot américain, pour le moment, c'est en dehors de nos moyens. On fera en sorte, dès la reprise, de réserver ce genre d'opération nationale sur le fait d'attirer des jeunes en club, d'attirer les jeunes sur des entraînements, de pouvoir recruter et ensuite d'accompagner les éducateurs, les animateurs, les entraîneurs pour pouvoir accompagner les gens. Ton micro, Sacha. Ouais, j'avais coupé mon micro. Ok, super. Merci pour tes précisions. Je vais passer à la question du coup de Cyril. Donc, tu as dit qu'il y avait un gros boom au club il y a 5-6 ans. Peux-tu me dire ce qui a été fait pour que cela arrive? Quels ont été les leviers pour que ça décolle aussi fort, rapidement et de façon pérenne? Alors, on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir une génération de jeunes qui étaient super investis, dont je fais partie et dont la plupart est encore au club aujourd'hui, qui a souhaité s'investir dans le club en tant que bénévole, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, en tant que coach. Et le club a su capitaliser en fait sur cette génération de joueurs. Forcément, le fait qu'on ait des résultats, le fait qu'on gagne un titre un peu à la surprise générale, ça a mis un gros coup de boost à tout ce tout-là parce que c'est là que la plupart des gens qui étaient autour du club ou dans le club ont pris conscience un peu du potentiel que pouvait avoir un club de football américain à Marseille. Il y a aussi des personnes de l'extérieur qui nous ont rejoints, d'autres clubs qui avaient de l'expérience dans le milieu associatif, qui avaient de l'expérience dans le milieu du foot US,
qui ont pu nous apporter cette expérience-là. Donc, je pense à Cédric Cottard, à Philippe Gardan, à Bavong. Il y en a plusieurs dont je ne me rappelle pas forcément, mais il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous encadrer et nous permettre de nous développer et de nous structurer. Et ça a fait que on a pu maintenir ce cap sur plusieurs années. Et la volonté de tous de réussir a permis d'y arriver. Ce n'est pas tous les jours facile, puisqu'on est très vite monté. Donc, quand tu montes aussi vite, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Souvent, chez nous, le sportif est monté très vite, puisqu'on est monté de 3e division à première division en 2 ans, c'est-à-dire qu'on a fait 2 montées consécutives. Donc, le sportif est monté très vite parmi les meilleurs Français, mais par contre, la structure, elle n'était pas forcément prête à pouvoir encadrer tout ça, c'est-à-dire avoir des entraîneurs diplômés, avoir le nombre d'arbitres suffisant, en termes de matériel aussi. Donc voilà, c'est un vrai travail qui a été fait sur plusieurs années, un travail de tous, un vrai investissement des bénévoles. Et sans tous les bénévoles qui encadrent le club, on ne pourrait pas le faire. Mais on a eu la chance d'avoir une super génération qui était investie, qui a voulu que ça marche. Et donc voilà, aujourd'hui, on va dire qu'on est dans une bonne position pour l'avenir et on n'a pas à se plaindre. En termes de budget, alors je ne peux pas te donner notre budget exact. Par contre, ce que je peux te communiquer, c'est qu'on a un budget qui, on va dire, est super équilibré entre subventions publiques, partenaires privés et l'argent qu'on génère. On est quasiment à 33% ou 35, 30 en termes de subventions publiques, partenaires privés et on va dire l'argent qu'on arrive à générer nous en interne. Et ça permet d'avoir un budget qui est super équilibré. Et par exemple, malgré le Covid à l'heure actuelle, notre budget n'est pas forcément impacté, ou on n'est pas, on va dire, le club n'est pas en danger. Et on a une gestion depuis 5, 6, 7 ans qui est très sérieuse et qui fait qu'on n'a pas pris de risques plus que ce qu'on devrait. On a toujours travaillé avec l'argent qu'on avait et les possibilités qu'on avait. On n'a jamais fait plus que ce qu'on pouvait. Et ça nous a permis, dans une situation qui est un peu plus difficile comme aujourd'hui, d'être en bonne santé et de ne pas être en difficulté. Je vais reprendre la question de Léa, après je reviendrai à toi, Cyril. Pensez-vous que le foot US en France peut se professionnaliser sur du moyen terme avec des joueurs et entraîneurs exerçant à temps plein, du moins dans les plus gros clubs? Alors moi, personnellement, je pense qu'à moyen terme, on peut y arriver. Alors peut-être pas sur un effectif complet de foot US, parce que ça comprend 40, 50 joueurs, donc ça serait quasiment impossible de professionnaliser tout le monde. Mais ça serait possible déjà d'avoir, on va dire, une structure un peu plus semi-pro, donc avec quelques entraîneurs qui sont, on va dire, payés à plein temps, quelques joueurs qui sont rémunérés aussi. À moyen terme, je pense que les plus gros clubs pourront se rapprocher d'une structure semi-pro plus que d'une structure pro. Après, Pierre, peut-être que tu as un avis là-dessus, parce que je pense que on est dans les mêmes discussions au quotidien ensemble, donc je pense que tu peux apporter aussi un avis là-dessus. Non, la professionnalisation, aujourd'hui, on en est loin à cause du modèle économique, à cause des revenus et des moyens à disposition, en tout cas pour la France. Encore une fois, faisons déjà en sorte d'avoir un championnat compétitif avec un groupe commun lié à tous les clubs de Division 1, puisqu'on va parler spécifiquement de ça par rapport à votre positionnement dans l'élite française. Aujourd'hui, le next step en termes d'investissement, ça va être sur les structures. Ça va être le fait d'avoir un stade pour recevoir du public, le fait d'avoir un stade pour pouvoir organiser une diffusion vidéo, le fait d'avoir un stade pour s'entraîner sans avoir à lutter sur les créneaux, pour pouvoir accueillir les familles, pour pouvoir accueillir les parents. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Tous les clubs ne sont pas égaux en Division 1. Ça va être peut-être une des premières étapes à prendre en compte. Après, effectivement, aujourd'hui, sportivement, on peut commencer à comparer, disons, l'arrivée d'un joueur américain de niveau très moyen avec les meilleurs athlètes français. Donc, ça peut nous donner des arguments sur le fait de concentrer nos efforts ou les quelques moyens financiers à notre disposition sur
sur des local heroes, comme on pourrait dire, sur des histoires de chez nous, de réussite française. C'est aussi peut-être une étape. Après, la professionnalisation, comme on peut le voir dans d'autres sports, on en est encore loin. Je dirais ce qui peut nous ressembler le plus dans les années à venir, ce sera peut-être la Ligue Magnus, qui fonctionne avec une commission fédérale Magnus. Ce n'est pas une ligue au sens code du sport. Ça peut être une option, mais encore une fois, l'excellent travail des leaders n'aura de fait de résultat que si les assos à l'arrière du peloton se voient aider, accompagner et supporter à rejoindre les meilleurs. C'est une dynamique de groupe, c'est comme une équipe de foot, Boris y connaît bien. Tu peux avoir le meilleur quarterback du monde. Si ta ligne offensive elle est en difficulté, tu ne gagneras pas un match. Et de la même façon, on va rester sur cet exemple des big guys, parce que c'est un poste que j'aime bien. Tu peux avoir les 4 meilleurs athlètes du monde. Si ton centre il n'est pas au niveau, ta ligne offensive elle est poreuse et tu vas perdre des matchs. Donc cette notion de groupe et cette notion de mise à niveau du groupe est très importante, et on va demander de plus en plus aux leaders de venir aider, supporter, motiver finalement les associations en développement pour atteindre un niveau global nous permettant ensemble d'aller vers du mieux. Ça, c'est ce que nous, on pourrait appeler notre process à nous de professionnalisation. Si déjà on est capable de travailler comme ça, on aura franchi une grande étape, et comme tu l'as dit un peu là, entre les lignes, on est en train de construire cette étape-là, et enfin, vous êtes en train de construire cette étape-là au niveau des clubs, et nous, on est là pour l'accompagner. On espère que les résultats seront intéressants dans le futur. Yes, super, merci. Alors Nico, je ne sais pas si tu es toujours là ou pas. Il y a une question de Cyril par rapport un peu aux sponsors. Donc, il nous demande, vu que le foot US est peu médiatisé, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à attirer des sponsors au sein du club, les valeurs du foot US, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à attirer des sponsors? Nico, si tu es là, je te laisse répondre. Si tu n'es pas là, je prendrai la réponse. Je suis là. Effectivement, qu'est-ce qu'on utilise comme argument? Nous, on va beaucoup jouer à Marseille sur la localité, sur l'accessibilité aussi. On va exploiter, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on va surtout jouer sur le fait qu'on est dans une ville qui lutte pour la deuxième place du podium en France en termes de nombre d'habitants. Mais en même temps, on est dans une des villes où, si on regarde, alors après en périphérie, il y a d'autres clubs qui existent, mais si on regarde, il n'y a qu'un seul sport qui brille, qu'une seule équipe, c'est l'OM, médiatiquement, même en termes de partenariat. Donc, heureusement, depuis peu, il y a des sports secondaires qui ont commencé à se développer, comme le hockey, comme le club de basket de Fos qui vient jouer à Marseille. Mais c'est vrai que du coup, on va plutôt jouer sur tout ce tissu économique qui n'a pas, on va dire, les capacités ou l'envie en termes de valeur de s'associer au club de l'Olympique de Marseille, mais qui voudrait en même temps pouvoir jouer dans sa stratégie de communication sur les valeurs du sport, pouvoir impliquer ses collaborateurs et bénéficier un petit peu de toute cette économie, hospitalité, sponsoring, visibilité que tout entrepreneur aujourd'hui doit intégrer dans sa stratégie pour pouvoir continuer à prospérer tout simplement. Donc on va vraiment jouer sur ce côté humain, accessibilité, le fait qu'on ait des sportifs de haut niveau qui sont là aussi beaucoup plus disponibles et un petit peu à disposition du club pour devenir les ambassadeurs, entre guillemets, des partenaires. C'est quelque chose qui est utile. Et là aussi, eux, joueurs, l'ont compris. Ils ont un réel rôle à jouer en tant qu'image, vitrine de la discipline, donc des comportements à avoir en dehors des terrains aussi. C'est pour ça qu'au Blue Star, quand moi, personnellement, j'ai découvert le club, le slogan « Une équipe, une attitude », je l'ai trouvé pour le coup très pertinent, et quand on a commencé à présenter le travail aux entrepreneurs marseillais, la surprise était souvent au rendez-vous. On n'était pas sur du 100% en termes de retour, mais c'est vrai qu'on a eu à l'unanimité des encouragements, des retours positifs sur le travail qui était fait. Donc voilà, on va plus jouer sur
sur ce côté humain et local, tout simplement. Merci Nico. Du coup, Cyril nous demande si l'argent qu'on génère en interne vient du merge, des prestats flag dans les écoles, des licences. Alors, pour la très grosse majorité de nos revenus, on va dire internes, ça va provenir de nos licences et des cotises. Maintenant, c'est vrai que le travail qu'on a fait là, sur la dernière année, le lancement de nos programmes jeunes, le fait de pouvoir aller dans les écoles, etc., ça commence à générer le lancement de nos programmes, par exemple une étoile pour tous, le programme haut niveau. Ces programmes-là nous permettent de générer et de créer des relations avec les institutionnels, les fondations, les associations, et de ce fait de pouvoir créer des revenus supplémentaires via ce point-là. Mais on verra les effets et les résultats de ces investissements sur ces programmes que d'ici, on va dire, 2 saisons, encore une saison entière pour voir les vrais retours, on va dire, financiers à ce niveau-là. Le merch, alors jusqu'à l'heure actuelle, il ne représentait pas grand-chose dans nos revenus internes. Après, c'est vrai qu'on en avait fait un vrai objectif de développement en termes d'image aussi pour le club en début de saison. Et on va dire que là, très bientôt, on va lancer un vrai partenariat avec un partenaire là-dessus, où on va faire un vrai travail de développement de notre gamme de merchandising, à l'image de ce que peut faire un club professionnel lambda, avec une gamme complète, hommes, femmes, voilà, un vrai truc qui va nous permettre de générer des vrais revenus à ce niveau-là. Et donc, je pense que c'est la dernière question. Est-ce qu'on travaille avec des clubs étrangers? Est-ce qu'on a des relations existantes? Alors, on a des relations avec certains coachs dans des clubs étrangers. Maintenant, on n'a pas de relation, on va dire, officielle avec des clubs à part entière. Maintenant, c'est vrai qu'avec Bab, le directeur sportif, on a émis cette volonté de créer des partenariats avec d'autres clubs européens parce que nos joueurs, ou en tout cas nos meilleurs joueurs, ont pris l'habitude, dès que la saison en France était finie, d'aller jouer dans d'autres clubs à l'étranger. Donc, on pouvait trouver intéressant de pouvoir faire des partenariats avec certains clubs afin de pouvoir envoyer nos joueurs, peut-être même qui sont un peu moins forts, qui sont un peu moins aguerris, et de pouvoir leur donner la chance de prendre de l'expérience dans d'autres clubs européens face à de nouveaux adversaires, dans de nouveaux championnats, avec de nouvelles contraintes. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille, qui sera probablement en place pour la saison prochaine. Mais on a une vraie volonté de créer des relations avec d'autres clubs en Europe, et forcément aux États-Unis et au Canada. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, merci à tous d'être venus. Merci à Pierre, merci à Boris. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouveau Big Blue Talk avec de nouveaux invités, très probablement. Merci Nico d'être passé. Et puis, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à nous joindre sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Avec Nico ou moi, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci Pierre, merci Boris. Allez, bon après-midi. Ciao, à très bientôt. Salut, salut.